Allez, aujourd'hui on plonge au cœur d'un des textes les plus puissants de Victor Hugo, Le dernier jour d'un condamné. On va se concentrer sur la partie la plus intense du roman, vraiment, celle qui nous raconte les toutes dernières heures, du transfert à la conciergerie jusqu'à cette attente insoutenable face à l'échafaud. C'est un livre qui a été pensé comme un véritable plaidoyer, une expérience qui nous force à regarder en face l'idée même de la peine de mort. C'est parti. Il faut bien comprendre que, pour le condamné, la guillotine, ce n'est pas juste un objet lointain. Non, c'est une présence obsédante, une idée fixe qui a pris possession de tout son esprit. Hugo lui donne même un nom. Il l'appelle l'idée horrible, sanglante, implacable. C'est un spectre qui plane sur chaque pensée, chaque seconde, et qui transforme le peu de temps qu'il reste en une pure torture psychologique. Le roman vous jette ces 3 mots à la figure dès la première ligne. Secs, brutaux, comme un coup de poing. Il n'y a pas d'introduction, pas de contexte. On est immédiatement projeté dans la conscience de cet homme. Et on comprend tout de suite que sa vraie prison, avant même les murs de sa cellule, c'est son esprit. Un esprit emmuré par cette seule et terrible certitude. Alors voilà le parcours qu'on va suivre ensemble. On commencera avec les premiers signes que la fin est proche, puis le terrible transfert, les rencontres qui vont tout changer, l'angoisse de l'attente, pour finir avec la scène la plus poignante du livre et bien sûr l'objectif de Victor Hugo derrière tout ça. C'est une véritable descente aux enfers, étape par étape. Ça y est, le pourvoi en cassation est rejeté. Pour le condamné, c'est la fin du temps de l'espoir, même le plus mince. Les procédures judiciaires sont terminées. Maintenant, le compte à rebours final, concret et absolument implacable, vient de commencer. Et ce qui est génial dans la narration d'Hugo, c'est son attention aux petits détails qui disent tout. Le directeur de la prison, d'habitude froid et distant, se met soudain à l'appeler monsieur. Cette politesse, si soudaine, est en fait bien plus terrifiante que n'importe quelle violence. C'est le signal subtil qu'il n'appartient déjà plus au monde des vivants, qu'il est devenu une sorte d'objet de cérémonie. On passe ensuite au transfert. Et attention, ce n'est pas qu'un simple déplacement. C'est une rupture symbolique très forte. Le condamné est littéralement arraché de sa cellule pour être jeté en pâture, exposé au grand jour, au regard de toute la foule qui l'attend sur le chemin du supplice. Et voilà, il n'est plus un homme, il est devenu un spectacle. Cette phrase illustre parfaitement sa déshumanisation. Pour la foule, il n'est rien de plus qu'une curiosité morbide, le divertissement macabre de l'après-midi. Il a perdu son nom, son histoire. Il n'est plus que le condamné. Hugo nous immerge dans un chaos sensoriel total. Le bruit des fers, le claquement des roues sur les pavés, les cris de la foule. Ce vacarme extérieur, c'est le reflet parfait du tumulte à l'intérieur du narrateur. Il est totalement passif, impuissant, juste emporté par ce flot qui l'entraîne inexorablement vers sa propre fin. Arrivé à la conciergerie, il se passe une scène absolument centrale. Le narrateur rencontre celui qui va prendre sa place à Bicêtre, un autre condamné, un frioche, comme le texte l'appelle. Et cette rencontre, c'est un vrai choc des mondes. Le contraste est vraiment saisissant. D'un côté, notre narrateur, un homme de lettres, dont la souffrance est intellectuelle, morale. De l'autre, un homme qui a été forgé par la misère et le bagne, qui parle une toute autre langue. En les mettant face à face, Hugo nous montre que la justice broie tout le monde sans distinction. L'éduqué comme le misérable. Le système est implacable pour tous. Et l'argot de ce Flumensch, ce n'est pas juste un détail pittoresque, c'est une langue à part entière, un langage qui est né du crime. Hugo nous fait entrer dans ce monde qui a ses propres codes, sa propre logique. Épouser la veuve, ce n'est pas qu'une simple expression, c'est la preuve d'une culture où la mort est banalisée, presque poétique dans sa noirceur. Bon, après les événements extérieurs, Hugo nous ramène à l'intérieur, dans la souffrance invisible et peut-être la plus cruelle de toutes, l'attente. Parce que pour lui, la vraie punition, ce n'est pas la chute de la lame, mais bien chaque seconde qui la précède. Le point essentiel ici, c'est que le supplice est avant tout psychologique. Le condamné ne meurt pas une seule fois à 4 heures. Non, il meurt à chaque minute, à chaque seconde de son dernier jour. Hugo nous fait une sorte d'autopsie en direct de l'agonie mentale. Cette question posée par le narrateur résume absolument tout. Avec cette phrase, Hugo détruit le mythe d'une exécution rapide et propre. Il nous montre ce que c'est vraiment, une échelle de torture, une succession d'angoisses parfaitement orchestrée par le système judiciaire lui-même. On arrive maintenant à la scène la plus déchirante du livre. C'est le vrai cœur du plaidoyer de Victor Hugo, le moment où son argumentation devient presque physique, insoutenable. C'est la dernière rencontre avec sa petite fille de 3 ans, Marie. Premier coup de poignard, la petite Marie ne le reconnaît pas. Pour elle, cet homme en face d'elle, ce n'est pas son papa, c'est un étranger, un monsieur. La peine de mort a déjà commencé son travail de destruction, elle a déjà effacé son visage, son identité, même aux yeux de son propre enfant.
Deuxième coup, encore plus terrible, sa propre fille, avec toute l'innocence de son âge, lui annonce sa propre mort. Pour elle, il est déjà mort, mort dans sa mémoire, mort dans son cœur, avant même d'être exécuté. C'est la négation la plus totale de son existence en tant que père. Et là, c'est le coup de grâce, le rejet final. L'image qu'elle gardait de son père ne correspond plus à cet homme détruit qu'elle a en face d'elle. La sentence l'a défiguré, pas seulement son corps, mais aussi le seul souvenir où il espérait pouvoir survivre. C'est là que l'argumentation de Hugo devient imparable. On ne parle plus de la souffrance du condamné, mais de celle pure et totalement injuste de l'enfant. En détruisant ce lien sacré entre un père et sa fille, la peine de mort commet un crime collatéral, elle fabrique une orpheline et déchire le tissu même de ce qui nous rend humains. Il ne faut pas s'y tromper, hein. Tout ce parcours, toute cette souffrance qu'on vient de suivre, n'a qu'un seul et unique but, servir le combat de Victor Hugo contre la peine de mort. Ce roman, ce n'est pas juste une histoire, c'est une véritable machine de guerre littéraire. D'ailleurs, Hugo le dit lui-même, sans aucun détour, dans sa préface. Le dernier jour d'un condamné n'est autre chose qu'un plaidoyer. Il ne cherche pas à défendre un criminel en particulier, mais à attaquer le principe même de la peine capitale. Comment ? En forçant la société à regarder en face la barbarie qu'elle organise elle-même au nom de la justice. En résumé, ses objectifs sont limpides. D'abord, dénoncer une justice qu'il considère comme barbare. Ensuite, exposer la torture psychologique, invisible mais bien réelle. Puis, montrer que la peine capitale fait aussi des victimes innocentes. Et enfin, nous placer, nous, les lecteurs, en position de juge, pour qu'à notre tour, on condamne le système lui-même. Au final, tout le livre nous ramène à cette question fondamentale. Et Hugo, très habilement, ne donne pas de réponse toute faite. Il nous laisse avec le poids de cette interrogation pour nous forcer à réfléchir à la nature de la justice et à la légitimité d'une société qui, au nom de la loi, commet l'acte même qu'elle prétend punir. C'est une question qui, près de 2 siècles plus tard, résonne encore avec une force incroyable.